Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de deux grandes évolutions qui viennent de marquer l'évolution de l'économie mondiale, puis également l'évolution des marchés financiers. Tout d'abord, les enquêtes des directeurs d'achat, vous savez, qui nous disent où va aller la croissance demain au niveau mondial. Malheureusement, on va voir que c'est pas génial, notamment chez nous en France et en Europe. La récession est en train de s'installer, on verra ça dans le détail tout à l'heure. Et puis, autre évolution, l'euro-dollar. L'euro qui est en train de baisser, notamment face au dollar, mais également face au franc suisse. Est-ce que ça va durer, D'où cette question, est-ce que la chute de l'économie française, allemande, de la zone euro et l'euro-dollar qui baisse, est-ce que ces chutes vont se prolonger, vont s'aggraver au cours des prochains mois, des prochaines semaines? On va répondre bien sûr à toutes ces questions, toujours en toute indépendance, avec des graphiques réalisés sans trucage. Et attention, il y a des graphiques qui vont vous surprendre, c'est inévitable. Alors on va commencer tout d'abord avec l'indicateur monde, donc des directeurs d'achat, donc tous secteurs confondus. Alors vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité. Donc là c'est la variation du PIB mondial, donc là on retrouve évidemment la récession de la pandémie de 2020, après ça a bien redémarré, et puis là regardez bien, l'indicateur avancé, donc c'est ici donc la courbe bleue, se rapproche de la barre des 50, on est à 50,6 exactement, donc ce qui veut dire que, attention, on est proche de la zone de baisse du PIB. Alors, il y a des pays qui s'en sortent, ça va peut-être vous surprendre. Alors il y a, j'ai envie de dire, toujours le même depuis des mois et des mois, ça fait quasiment 1 an et demi que ça dure. L'Inde est la locomotive de la croissance mondiale, devant la Chine, devant un peu tout le monde. Elle a pris des parts de marché à la Chine et la Chine n'arrive pas à les récupérer. Donc l'Inde va très bien d'un point de vue économique. Comme vous le savez également, elle a accès au pétrole russe alors qu'avant elle n'avait pas accès. Elle le raffine et puis après elle le revend dans le reste du monde en disant ben non, c'est pas du pétrole russe, on sait très bien que ça en est, mais finalement c'est une grande hypocrisie. Et tout ça bénéficie également à l'économie indienne. Donc on le voit ici, l'indicateur, alors il a un petit peu baissé, mais regardez bien, on est à 60,9. Je vous rappelle que l'indicateur donc de la frontière, du moins, entre la croissance et la baisse de l'activité, c'est 50. Donc là, 60,9, c'est le pays numéro 1 au niveau mondial depuis déjà plusieurs mois. Numéro 2, évidemment, l'Arabie Saoudite, la hausse des cours du pétrole commence à agir positivement. Et, surprise, numéro 3, encore une fois, ce n'est pas un indicateur russe, c'est un indicateur donc américain de JP Morgan, Standard & Poor's Global, et donc vous voyez qu'on est à 55,9, ça s'est même amélioré au cours du mois d'août, un plus haut depuis mars 2023. Donc, alors certainement il y a l'économie de guerre, etc. Mais c'est vrai qu'on est très très loin de l'effondrement annoncé de l'économie russe. Cette économie russe donc qui résiste bien. On a ensuite donc le Canada qui remonte un peu après pas mal de mois en récession. Le Japon également qui confirme de retrouver un petit peu du poil de la bête. Et puis ensuite l'Irlande, là aussi ça ressort, ça remonte un petit peu, va-t-on dire. Alors on va regarder le graphique sur l'économie russe. D'abord sur l'économie indienne, effectivement très important. Où là on voit que voilà, ça c'est la croissance, c'est la courbe bleu, c'est les indicateurs avancés dans l'industrie, dans les services, où hop, on va aller regarder peut-être même vers 10% de croissance annuelle en Inde, donc qui est vraiment la locomotive de la croissance mondiale. Et justement, voici le graphique russe. La courbe bleue, donc c'est l'indicateur avancé. La courbe orange, c'est le PIB russe. Justement, pour l'instant, on est autour des 0% de croissance. Et là, on pourrait remonter en Russie autour des 5% de croissance. Vous voyez, c'est vraiment j'ai fait une saisie d'écran pour vous montrer que c'est vraiment le chiffre officiel donc de JP Morgan, de Standard & Poor's Global. Donc ça montre bien que les Américains eux-mêmes disent qu'en Russie, la croissance est là, elle résiste bien. On est donc très très loin de l'effondrement annoncé. Est-ce que ça va durer? On verra bien, mais pour l'instant, finalement, on a une croissance russe qui résiste bien. Espérons bien sûr que cette guerre se terminera le plus rapidement possible, notamment pour les prix du pétrole, on en parlera tout à l'heure. Mais donc ça, c'est pour les pays qui pour l'instant s'en tirent bien. Après, les pays qui sont à la frontière, et notamment, regardez bien la Chine, vous voyez, qui est toujours proche des 50, même ça a baissé au mois d'août 2023, plus bas depuis décembre 2022. Bon, l'Afrique du Sud, ça va un peu mieux. Le Brésil, voilà, c'est autour des 50. Là, on a l'économie mondiale et l'économie américaine, vous voyez, 50,2. Ça a bien baissé au cours du mois d'août, donc attention, même les Américains se rapprochent de la récession. On voit ça en quelques graphiques. Donc là, on a l'économie chinoise, vous voyez que ça a du mal à redémarrer. Bon, on part de bas, certes, mais tout de même, la Chine n'arrive plus à retrouver sa dynamique d'antan. Alors bien sûr, elle va résister, elle a beaucoup de réserves
réserves de change, 3200 milliards de dollars de réserves de change donc pour redémarrer, mais c'est pas non plus génial. Donc attention, la Chine n'est plus la locomotive, donc ça peut également être dangereux parce qu'elle peut avoir envie de pousser le curseur sur un autre domaine, plutôt que l'économie, sur le militaire, sur la géopolitique. Et ça, c'est dangereux évidemment pour la stabilité mondiale. Si on regarde maintenant aux États-Unis, c'est un peu pareil. Vous voyez, c'est le PIB américain, ça va bien redémarrer. Et hop, là, dans les services, dans l'industrie, on est déjà en récession. Dans les services, on se rapproche de la récession. C'est la courbe verte ici. Donc attention, prudence, l'économie américaine est en train de fortement ralentir. Alors, j'ai envie de dire, c'est malgré tout mieux que ce qui se passe chez nous. Et là, vous voyez, on passe sous la barre des 50. Et donc, voilà, c'est l'Europe, la zone euro. Même le Royaume-Uni est passé sous la barre des 50. Mais regardez, l'Espagne qui était encore en résistance en juillet. Ça y est, on est en deçà. L'Italie, bon, on a quand même l'Australie qui nous accompagne finalement malgré tout. C'est comme l'Eurovision. Elle participe à l'Eurovision, l'Australie. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ça nous aide quand même. On a la zone euro, donc, vous voyez, qui est ici, donc 46,7. La France, 46, donc elle a été révisée en baisse par rapport au mois dernier. Regardez, des plus bas depuis novembre 2020. C'est-à-dire, on était dans la première phase de la pandémie, on était encore en récession finalement. Et alors, piètre consolation, la lanterne rouge de la croissance mondiale, c'est aujourd'hui l'Allemagne, un indicateur 44,6, c'est assez horrible, un plus bas depuis mai 2020. Donc l'Allemagne va extrêmement mal, elle paye évidemment l'arrêt du nucléaire, le fait de sa dépendance vis-à-vis, je dirais, du gaz russe notamment. D'ailleurs, on est en train de découvrir que finalement l'Allemagne serait en train d'acheter du gaz russe, mais plus via les gazoducs, mais via du GNL, c'est-à-dire du gaz liquéfié par bateau. Enfin, c'est pas encore sorti, mais si ça sort vraiment, évidemment, ça fera un scandale. Mais on voit bien qu'on a cette grande faiblesse de l'Allemagne, et comme l'Allemagne est la locomotive de la zone euro, évidemment, si la locomotive s'arrête, le train s'arrête, et c'est un petit peu le danger qui nous menace. Donc, si on regarde graphiquement ce que ça donne, voilà, ça c'est l'ensemble de la zone euro. Vous voyez, c'est en train de baisser. Donc, ça veut dire que le PIB, c'est la courbe bleue, la courbe rouge, c'est l'indicateur avancé. On pourrait, avoir une baisse du PIB de la zone euro d'environ 2% en glissement annuel d'ici la fin de l'année. Si on prend l'Allemagne, évidemment, c'est pire. Dans les services, dans l'industrie, c'est en train de s'effondrer. Peut-être moins 4% de baisse du PIB allemand d'ici la fin de l'année. On arrive à chez nous maintenant, la France, et voilà, l'industrie, récession, et également les services, malgré le tourisme, malgré le Coupe du Monde de rugby. J'entends, me dit certains, ça va rapporter 2 milliards, 3 milliards. Il faut être sérieux, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certaines villes où on bloque dans toutes les villes, à mon avis, ça va plutôt coûter qu'autre chose. Donc il y aura, espérons que la France gagnera, bien entendu, mais au-delà de cela, ce n'est pas ça qui va tirer la croissance française. Regardez bien, elle est en train de s'effondrer dans les services, dans l'industrie, dans la construction également. Donc si on prend l'indicateur composite, tout secteur confondu, donc on l'a vu, qui a été révisé à la baisse à 46, regardez bien, ça c'est le PIB à la courbe bleue, donc la courbe rouge c'est l'indicateur avancé, là aussi on va vers moins 2% de baisse du PIB français d'ici la fin de l'année 2023 en glissement annuel. Donc évidemment, on est très très loin du discours ambiant, on veut nous faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne dis pas ça évidemment par plaisir, bien au contraire, mais il faut savoir que la France aujourd'hui est en train de tomber en récession, avec en plus l'inflation qui repart à la hausse. On en parlait la semaine dernière dans cette chronique, je reparlerai également certainement la semaine prochaine, mais tout ça pour dire que finalement on a ce qu'on appelle cette stagflation, une stagnation économique, voire une baisse de l'activité et une inflation qui reste élevée malheureusement et donc qui va limiter le pouvoir d'achat, qui va donc entretenir cette récession. Et le pire, c'est que la Banque centrale européenne va devoir encore augmenter les taux d'intérêt justement pour limiter l'inflation, qu'elle ne contrôle plus d'ailleurs. L'inflation est devenue incontrôlable, mais comme elle n'a pas réagi suffisamment tôt, aujourd'hui elle court derrière l'inflation. C'est ce qui fait que évidemment ça lui coûte très cher, elle va encore augmenter les taux d'intérêt. Sinon, évidemment, il y aura un risque que l'inflation continue et surtout que l'euro continue de baisser. Donc justement, c'est l'autre thème. On voit ici donc l'euro qui était remonté un petit peu à 1,12 $ il y a quelques mois. Là, ça y est, ça repart à la baisse. On est à 1,07 $ pour un euro. On est même passé sous les 1,07 la semaine dernière. Donc, c'est en train de repartir à la baisse. Donc, est-ce que ça va durer? Alors, déjà, je rappelle les fondamentaux. L'euro-dollar, évidemment. L'euro, malheureusement, n'est pas en position de force. N'oublions pas qu'on avait créé l'euro, justement, pour concurrencer le dollar. Et avouons-le, on s'est trompé. On n'a pas réussi à le faire, malheureusement. Le dollar, c'est toujours entre 62 et 65% des réserves de change dans le monde, contre 20% pour l'euro. C'est à peu près la moitié des transactions donc, dans le monde sont en dollars, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Donc on a toujours cette suprématie du dollar qui est là, et l'euro n'arrive pas évidemment à contrecarrer tout cela. Donc ce qui fait que l'euro subit finalement le dictat américain. Et parallèlement, quand on regarde les écarts de croissance, vous voyez, ça c'est la part donc de la zone euro donc en bleu, en rouge, et donc des États-Unis en bleu, donc dans le PIB mondial. Vous voyez que nous, au début des années 80, on était
devant les États-Unis, puis après, voilà, ça s'est effondré. Chiffre du FMI, on est maintenant autour des 11%, les Américains autour des 16%. Donc on a perdu effectivement notre dynamisme et notre poids à l'échelle mondiale, hein, c'est l'ensemble de la zone euro. Et parallèlement, ça y est, il y a eu en 2022, hein, vous voyez que comme évidemment on a beaucoup aidé, on a beaucoup monté la dette publique, notamment en France, puis la BCE a tardé à agir, et donc évidemment donc la croissance de la zone euro, la courbe bleue ici, a été supérieure à celle des États-Unis, et puis ça y est maintenant, depuis 2 trimestres, on retourne dans l'autre sens, dans le sens j'ai envie de dire normal malheureusement, c'est-à-dire une croissance américaine qui est devant celle de la zone euro, et c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, vous voyez si on regarde ici, depuis 1980, donc le PIB américain hors inflation a augmenté de 93,4%, alors que celui de la zone euro a augmenté de 50%. C'est déjà pas mal, mais tout de même, ça fait quand même plus de 43 points d'écart en moins pour nous par rapport aux États-Unis. Donc on comprend pourquoi l'euro ne peut pas malheureusement remplacer effectivement le dollar. Et comme effectivement on a cet écart de croissance à l'avantage des États-Unis, et bien évidemment le dollar se renforce. Et alors si on regarde la suite, c'est-à-dire les indicateurs avancés, on vient de les voir tout à l'heure, aux États-Unis, c'est vrai que ça baisse aussi, on est légèrement au-dessus des 50, alors que nous, dans la zone euro, on est largement en deçà. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir là aussi cet écart de croissance qui va rester à l'avantage des États-Unis et une croissance de plus en plus faible, malheureusement, dans la zone euro. Et donc, s'il y a plus de croissance aux États-Unis que dans la zone euro, voilà ce qui se passe. Hein, ça, c'est l'écart, vous voyez. Donc, on est largement à l'avantage de l'oncle Sam. Et donc, l'euro qui est un petit peu remonté va repartir à la baisse. C'est la courbe bleue ici. Donc, la baisse de l'euro va se prolonger. On pourrait atteindre les 1,05 $ pour un euro. Peut-être pas encore la parité, parce que ça va dépendre de beaucoup d'actions. Et puis, la BCE va certainement agir, va remonter un petit peu les taux d'intérêt, parce que si on regarde l'écart de taux d'intérêt, là aussi, avantage donc États-Unis, avantage dollar, on est à 4,25 donc dans la zone euro sur le taux monétaire, elle va peut-être rapidement le monter à 4,50, donc aux États-Unis, on est quand même à 5,50, donc il y a cet écart à l'avantage du dollar, ça veut dire que sur le taux d'intérêt monétaire, donc sans risque, le dollar est bien mieux rémunéré que l'euro, et donc beaucoup d'investisseurs préfèrent acheter du dollar par rapport à l'euro. Idem sur les taux d'intérêt obligataires, c'est-à-dire que l'on voit ici, on a cet écart de taux d'intérêt à l'avantage évidemment donc des États-Unis. On est autour des 4,3% sur le taux d'intérêt à 10 ans outre-Atlantique, contre 2,60 sur le taux d'intérêt à 10 ans donc allemand. Donc cet écart là aussi favorise le dollar par rapport à l'euro. Donc l'euro va continuer de baisser. Alors d'ailleurs pas seulement vis-à-vis du dollar. Si on regarde l'euro par rapport au franc suisse, il avait un petit peu résisté en début 2023. Hop, ça y est, ça repart à la baisse. On est autour des 0,95 contre le franc suisse. Donc le franc suisse reste fort, on vous l'avait dit, hein, ça reste là aussi une valeur refuge, un peu comme l'or, des poires pour la soif, comme je le dis souvent. Mais c'est vrai que l'euro, malheureusement, baisse et va continuer de baisser. Ça, c'est dangereux parce que si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation importée, parce que tous les produits libellés en dollars donc, sont plus chers. Donc ça fait augmenter l'inflation importée, notamment sur les biens énergétiques. Et à ce moment-là, si ça aggrave l'inflation, ça alimente la récession. Donc c'est évidemment le vrai danger de cette baisse de l'euro qui va se prolonger dans les prochains mois. Alors, comme d'habitude, je vais terminer bien sûr avec une bonne nouvelle. Elle vient de sortir, hein, c'est la nouvelle du jour. C'est que notamment Total, mais certainement d'autres vont se joindre, ont annoncé que le prix à la pompe de l'essence en France n'allait pas dépasser les 1,99 €, que ce soit pour le sans-plomb, pour le gazole, etc. Donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, mais le problème c'est que quand le baril a très fortement baissé, on n'a pas eu fortement de très fortes répercussions à la baisse sur les prix à la pompe. Maintenant que ça augmente, alors là très vite, on est revenu vers les 2 $, les 2 € pour un litre. Alors on est à 99, c'est évidemment symbolique. Le gros problème, c'est que bien sûr qu'aujourd'hui, certains industriels ou distributeurs vont faire des efforts, mais n'oublions pas que à peu près, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir du 8 septembre, donc 52% des prix aujourd'hui de l'essence, du samplon 95, c'est des taxes. Donc évidemment, si on veut que ça baisse, on sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que si on baisse les taxes, il faut également baisser les dépenses. Et ça, évidemment, l'État n'arrive pas aujourd'hui à le faire. Donc c'est ce qui limite aujourd'hui cette bonne nouvelle, sachant qu'évidemment, quand on regarde sur longue période, je l'ai montré la semaine dernière, les prix augmentent plus en France que dans de nombreux pays où il n'y a pas eu de bouclier tarifaire, notamment en Belgique, notamment en Espagne. Donc c'est toute la difficulté. Alors espérons que ça va changer, mais c'est vrai que cette bonne nouvelle, elle est très relative. Mais vous comprenez que c'est très difficile de trouver des bonnes nouvelles, mais je m'y tiens quand même. C'est la nouvelle coutume. On garde ces bonnes nouvelles en espérant qu'un jour on pourra faire une vidéo qu'avec d'excellentes nouvelles. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation, continuez à mettre un pouce vers le haut, à liker comme on dit, à vous abonner, c'est formidable, ça continue et bientôt donc on aura de grands changements et évidemment une petite fête, je l'avais promis, pour le mois d'octobre pour fêter ces plus de 100 000 abonnés. Peut-être d'ici là on sera d'ailleurs à 110 000, moi je l'espère. En tout cas, merci encore à toutes et à tous, bonne continuation et à très bientôt.